Je m'appelle Claire Dubois. J'ai 27 ans. Et jusqu'à il y a 3 mois, je croyais comprendre les règles de ma propre relation. Pas les règles dramatiques que les gens étalent sur les réseaux sociaux, mais celles, silencieuses, qu'on apprend par la répétition. Qui envoie le premier SMS? Qui retient les dates d'anniversaire? Qui prévient « je suis rentré » même si ce n'est pas tout à fait vrai? Ce genre de règles qui s'ancrent en vous sans que vous ne le remarquiez, jusqu'au jour où elles disparaissent. J'étais avec Étienne depuis 2 ans. Nous nous étions rencontrés lors d'un barbecue dans le jardin d'un ami commun, des chaises pliantes bon marché, des assiettes en carton qui pliaient sous le poids de la salade de pommes de terre, une enceinte portable qui crachait péniblement une playlist d'été. Étienne se tenait un peu à l'écart, un demi-sourire aux lèvres, sa bière intacte à la main. Il n'était pas bruyant. Il n'essayait pas d'impressionner. C'était ça son truc. Il ne semblait jamais faire d'efforts, et pourtant, cela attirait les gens vers lui. En 6 mois, nous vivions pratiquement ensemble. Pas officiellement, sans grande conversation. Juste des brosses à dents qui se multipliaient dans la salle de bain de l'un et de l'autre. Des sweats à capuche oubliés chez moi. Son double des clés apparaissant sur mon trousseau sans cérémonie. Étienne travaillait dans l'immobilier d'entreprise. De longues heures, des costumes impeccables, une voix qui savait paraître sûre d'elle au téléphone, même quand il doutait. Moi, je travaillais dans la gestion des opérations, les plannings, les systèmes, cet échafaudage invisible qui empêche tout de s'effondrer. Ennuyeux à expliquer, mais réconfortant à vivre. Notre vie avait un rythme qui semblait mérité. Le brunch du dimanche dans le même bistrot de quartier. Les soirées cinéma du mercredi, je choisissais une semaine, lui la suivante. Les week-ends dans la maison de campagne de ses parents en Normandie, où les matins sentaient le café et les pains, et où personne ne posait trop de questions. C'était sécurisant. C'était un choix mutuel. Puis, vers le mois de février, le rythme s'est enrayé. Ce n'était pas un grand bouleversement. Ce n'est jamais le cas. C'étaient de petits retards qui s'empilaient les uns sur les autres jusqu'à devenir pesants. Étienne a commencé à travailler plus tard. Les SMS qui arrivaient autrefois rapidement prenaient maintenant des heures. Les plans changeaient à la dernière minute. Quand je demandais si je pouvais passer, il soupirait. Pas fort, pas méchamment, mais assez pour que je le sente. Je suis claqué, disait-il. J'ai déjà dit aux autres que je restais tranquille ce soir. On peut se voir un autre jour? Je me disais de ne pas surinterpréter. Tout le monde est occupé. Tout le monde a besoin d'espace. Mais l'espace a un goût différent quand il est demandé et quand il est imposé. Je l'admets. Je n'ai pas bien géré la distance. J'ai commencé à envoyer plus de messages. Pas des drames, pas des accusations, juste des tentatives, des suggestions, des questions déguisées en phrases décontractées. Ça te dit un resto cette semaine? Et jeudi? Je pourrais passer après le boulot si tu ne dors pas encore. Chaque message sans réponse pesait plus lourd que le précédent. Je sentais que je basculais dans quelque chose que je ne reconnaissais pas. Je surveillais mon téléphone de trop près, vérifiant les heures de connexion, analysant le ton. Je détestais cette version de moi-même. Mais je détestais encore plus ne pas savoir. Un soir de début mars, j'ai apporté à manger à l'appartement d'Étienne. Du thaï, son préféré, celui avec la sauce qui tache les boîtes en orange si on ne mange pas assez vite. Il était à son bureau, ordinateur ouvert, casque sur les oreilles, il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. « Salut », ai-je dit. Il a soulevé un écouteur. « Salut ». J'ai posé la nourriture entre nous comme un drapeau blanc. Je me disais qu'on pourrait regarder quelque chose, ai-je proposé. Il a fermé son ordinateur lentement, sans agacement. De façon mesurée. « On peut parler ?» a-t-il demandé. Quelque chose dans son ton m'a noué l'estomac. « Bien sûr », ai-je répondu en m'asseyant. Il a pris une inspiration, puis une autre, comme s'il avait répété ce moment. « Tu es trop intense ces derniers temps », a-t-il dit prudemment. Les SMS constants, demander où je suis, vouloir qu'on se voit tous les 2 jours. Tous les 2 jours. J'ai laissé passer l'exagération sans la corriger. C'est étouffant, a-t-il continué. Le mot a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. « Tu me manques juste », ai-je dit. On ne se voit presque plus.
C'est parce que j'ai besoin d'espace, a-t-il répondu plus fermement. Et tu ne m'en donnes pas. Je me sentais rétrécir un peu plus. Alors, voilà ce qui va se passer, a-t-il dit en se penchant en arrière dans sa chaise. Désormais, c'est moi qui déciderai quand on se voit. Arrête de me mettre la pression. Je te contacterai quand je serai prêt. Et voilà. Une règle que je n'avais pas acceptée, livrée comme une solution. Je voulais argumenter, dire qu'une relation n'est pas un emploi du temps contrôlé par une seule personne. Que vouloir passer du temps avec son partenaire n'est pas de la pression. C'est le but même d'un couple. Mais je ne voulais pas non plus le perdre. Alors, j'ai fait la chose pour laquelle j'essaie encore de me pardonner. J'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit doucement. J'attendrai. Quelque chose s'est adouci sur son visage. Du soulagement, peut-être. Il a tendu la main à travers la table et a pressé la mienne. Merci, a-t-il dit. J'ai juste besoin d'un peu d'air. Je me suis dit que c'était raisonnable. Que l'amour signifie parfois prendre du recul. Cette nuit-là, c'était le 8 mars. Je m'en souviens parce que c'était l'anniversaire de ma sœur et j'avais quitté sa fête tôt pour apporter le dîner à Étienne. Les premiers jours de silence n'étaient pas insupportables. J'ai rempli l'espace de manière agressive. Salle de sport après le travail, verre avec des collègues que je repoussais depuis longtemps. Je me suis noyé dans un gros projet. Je me disais que la productivité était une guérison. Mais le silence ne reste jamais tranquille. Au 5e jour, il a commencé à résonner. Pas de SMS de bonjour, pas de blagues à moitié finies, pas de liens envoyés au hasard à minuit. J'ai vérifié ses réseaux sociaux. Je me disais que c'était inoffensif, juste de la curiosité. Il postait toujours des tasses de café, son bureau, un coucher de soleil quelque part en centre-ville. Une vie normale qui se déroulait sans moi. Au 10e jour, je ne dormais plus. Je rédigeais des messages et les effaçais encore et encore. 50 versions de la même pensée. Aucune n'était assez bonne pour être envoyée sans briser la règle qu'il avait fixée. Ne me mets pas la pression. Une amie a essayé de me dire la vérité avec douceur. C'est fini, a-t-elle dit. Il ne veut juste pas avoir le mauvais rôle. Je n'étais pas prête à entendre ça. Pas encore. Le 14e jour est arrivé sans bruit. Je suis rentré du travail, j'ai desserré mes chaussures, je me suis versé un verre dont je n'avais pas vraiment envie. Il faisait déjà nuit dehors. L'appartement semblait trop calme. Puis je l'ai entendu, un coup léger à la porte. Mon cœur a bondi avant que mon cerveau ne puisse suivre. Je n'attendais personne. J'ai ouvert la porte et il était là. Étienne se tenait dans le couloir, les yeux rouges, le visage tiré, comme s'il avait retenu quelque chose depuis longtemps. Dans ses mains, il y avait un sac en plastique blanc d'une pharmacie. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Le silence qu'il avait demandé l'avait suivi jusqu'à ma porte. Pendant une seconde, je n'ai pas bougé. Étienne restait là comme s'il n'était pas sûr d'avoir encore le droit d'exister sur mon seuil. Le sac de pharmacie crissait doucement dans ses mains. Le bruit était trop fort dans le couloir silencieux. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé. Sa voix était cassée, comme s'il avait répété quelque chose et échoué à chaque fois. Je me suis écarté sans répondre. Il est passé devant moi plus lentement que d'habitude, comme si l'appartement risquait de le rejeter. Il a posé le sac sur le comptoir de ma cuisine, juste à côté des clés que j'avais arrêté de porter parce que je n'avais besoin d'aller nulle part ces derniers temps. Nous sommes restés là, sans nous toucher, sans nous asseoir. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Il ne m'a pas regardé tout de suite. Il a passé une main dans ses cheveux, a fait quelques pas, puis s'est arrêté dos à la fenêtre. « Je n'avais pas prévu ça », a-t-il dit. Je te jure que je ne l'avais pas prévu. Une alarme a clignoté dans ma poitrine. Pas de la peur, de la reconnaissance. Pas prévu quoi, ai-je demandé. Il s'est retourné alors et je l'ai vu. La vraie panique. Celle qui transpire même chez les gens qui se contrôlent. Il y a quelqu'un d'autre, a-t-il dit. Les mots ont atterri sans bruit, comme quelque chose qui se brise sous l'eau. J'ai attendu. Je ne l'ai pas aidé. Je ne comblais plus le silence comme avant. Elle est enceinte, a-t-il ajouté. J'ai senti la pièce tanguer légèrement,
juste assez pour me déséquilibrer. Qui, ai-je demandé. Il a dégluti difficilement. Une femme avec qui je travaille, a-t-il dit. Elle s'appelle Manon. Le nom ne signifiait rien pour moi. C'était presque pire. Je me suis adossé au comptoir, mes doigts se crispant sur le bord. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Il a hésité trop longtemps. Depuis janvier, a-t-il dit doucement. Janvier. Les soirées tardives. L'épuisement soudain. Le besoin d'espace. Tout se réorganisait en quelque chose de tranchant et de laid. Tu avais dit que c'était arrivé une seule fois, ai-je dit, sans accuser, vérifiant juste le mensonge. Il a hoché la tête trop vite. C'est le cas. Je veux dire, on est sorti après un rendez-vous client. On a trop bu. J'étais confus. Ça n'allait déjà plus trop entre nous. Ça n'allait plus trop. J'ai fixé cet homme qui m'avait dit d'attendre patiemment pendant qu'il démêlait la vie de quelqu'un d'autre de la sienne. Et les tests, ai-je demandé. Il a fait un signe de tête vers le sac. 3, tous positifs. Je les ai imaginés alignés sur le comptoir d'une salle de bain que je n'avais jamais vue. Quand comptais-tu me le dire, ai-je demandé. Je ne savais pas comment, a-t-il dit. Je pensais peut-être. Je pensais peut-être que je pourrais régler ça d'abord. Régler quoi? Si elle le gardait? Si je resterais? Quelle vie serait la plus facile à reprendre? J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il bouge, mal à l'aise. Alors c'est ça, ai-je finalement dit. C'est pour ça que tu avais besoin d'espace. Il a tressailli. Je n'essayais pas de te faire du mal, a-t-il dit. Je ne savais juste pas comment mettre fin aux choses sans tout faire exploser. J'ai hoché la tête une fois. J'ai regardé le sac sur le comptoir, puis je l'ai regardé lui. Tu devrais partir, ai-je dit. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. S'il te plaît, a-t-il dit. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas discuté. J'ai juste reculé vers la porte et je l'ai tenue ouverte. Il est resté là un moment comme s'il attendait que je m'adoucisse. Je ne l'ai pas fait. Il a ramassé le sac et est passé devant moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assise sur mon canapé à rejouer chaque conversation des 2 derniers mois. Chaque fois que je m'étais excusé de demander à voir mon propre copain. Chaque fois que je m'étais demandé si j'en demandais trop. Le lendemain matin, je me suis fait porter pâle au travail. Et puis j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai commencé à chercher. Vieux SMS, réseaux sociaux, photos identifiées, tout ce qui pourrait expliquer depuis combien de temps je restais planté à l'extérieur d'une histoire dont je pensais faire partie. C'est là que j'ai trouvé le profil de Manon. Designer, début de la trentaine, esthétique épurée. Son fil d'actualité était plein de galeries d'art, de moodboards, de photos en noir et blanc d'inconnus ayant l'air importants. Il y a 2 semaines, il y avait une photo d'un vernissage. Étienne se tenait à l'arrière-plan, légèrement flou, trop proche d'elle pour que ce soit un accident. La légende disait, soirée inspirante avec des gens inspirants. J'ai fait défiler les commentaires. La plupart étaient inoffensifs. Puis j'en ai vu un qui m'a serré la poitrine. Une femme nommée Hélène avait écrit, « Je ne savais pas que tu étais de retour sur le marché. Je croyais que toi et Étienne étiez encore en train de régler les choses. » J'ai cliqué sur son profil. Les photos d'elle et d'Étienne s'arrêtaient vers décembre. Pas d'annonce de rupture, pas de conclusion, juste le silence. J'ai fait des captures d'écran de tout parce que soudain, je n'étais pas la seule à qui on avait demandé d'attendre. Les captures d'écran restaient dans mon téléphone comme un second battement de cœur. Je n'ai dit à personne ce que j'avais trouvé. Ni à mes amis, ni à ma sœur. Je n'étais pas encore prête pour leur réaction. La sympathie semblerait trop bruyante. La colère semblerait empruntée. J'avais besoin de comprendre la forme du mensonge avant de laisser quelqu'un d'autre y toucher. 3 jours ont passé. Le 4e, Étienne m'a envoyé un SMS, « On peut parler juste une fois ? Je te dois ça. » J'ai fixé le message plus longtemps que je n'aurais dû. Pas parce que je voulais le récupérer, mais parce que je voulais entendre comment il raconterait l'histoire maintenant, ce qu'il garderait, ce qu'il éditerait, ce qu'il prétendrait encore être accidentel. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café près de mon bureau,
terrain neutre, public, en plein jour. Il était déjà là quand je suis arrivé, assis de manière rigide à une table d'angle, les mains enroulées autour d'une tasse qu'il n'avait pas touchée. Il avait l'air pire que la dernière fois que je l'avais vu. Cernes sombres, mâchoire serrée, épaules voûtées, comme s'il se préparait à un impact. Je me suis assise en face de lui. Il n'a pas souri. « Je ne suis pas là pour me battre », a-t-il dit immédiatement. « Je veux juste être honnête. » J'ai hoché la tête une fois. « Vas-y. » Il a expiré lentement comme si cela lui donnait la permission. « Manon garde le bébé », a-t-il dit. La phrase a atterri avec un bruit sourd. Pas un choc cette fois. Une confirmation. Elle me l'a dit la semaine dernière, a-t-il continué. J'ai demandé du temps pour réfléchir, pour assimiler. Pour décider, ai-je dit. Il a grimacé. Oui. Je l'observais attentivement maintenant. Les pauses, la façon dont ses yeux fuyaient quand il s'approchait de quelque chose de réel. Elle ne veut pas que je sois impliqué, a-t-il dit. Pas vraiment. Elle dit qu'elle le veut, mais je sais ce que ça signifie. Avocat, test de paternité, tout qui devient public. Le bébé est de toi, ai-je demandé. Il a hésité. Oui, a-t-il dit. Elle a fait un autre test. C'est le mien. Et voilà. La chose qu'il n'avait pas dite le soir où il se tenait dans l'entrée. J'ai attendu, laissant le silence faire le travail. Je n'avais rien prévu de tout ça, a-t-il répété. Je n'ai jamais voulu que ça se chevauche. Chevaucher implique un accident, ai-je dit doucement. Janvier n'était pas un accident. Sa bouche s'est pincée. J'étais confus, a-t-il dit. Toi et moi, on s'éloignait déjà. On s'éloignait parce que tu étais ailleurs, ai-je répondu. Pas en colère. Précise. Il a baissé les yeux sur ses mains. Je ne savais pas comment finir les choses, a-t-il admis. Je ne voulais pas te faire de mal. Alors, tu as contrôlé la distance à la place, ai-je dit. Tu m'as dit quand j'avais le droit d'exister dans ta vie. Il n'a pas répondu à ça. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur la table entre nous. J'ai tourné l'écran vers lui. La photo de la galerie. Le commentaire. Le nom d'Hélène. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Tu as vu ça, a-t-il dit. J'ai vu plus, ai-je répondu. Décembre, avant Manon. Tu n'as pas fini les choses avec elle non plus, n'est-ce pas? Il a fermé les yeux. Non, a-t-il dit. Je pensais qu'on prenait nos distances. La même phrase utilisée partout, sur tout le monde. Donc, laisse-moi résumer, ai-je dit. Tu m'as dit d'attendre pendant que tu étais avec Manon. Tu as dit à Hélène que tu avais besoin de temps pendant que tu étais avec nous deux, et maintenant tu dis à Manon que tu es dépassé alors qu'elle est enceinte. Il a levé les yeux, m'a vraiment regardé. Ça sonne mal quand tu le dis comme ça, a-t-il murmuré. Ça sonne juste, ai-je répliqué. Il s'est penché en arrière, vaincu. Je ne voulais pas jongler avec quoi que ce soit. Je pensais juste que je réglerais le problème avant que ça n'explose. Ce n'est pas régler le problème, ai-je dit. C'est repousser les conséquences. Il est resté silencieux un long moment. Je voulais te le dire parce que je ne voulais pas que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre, a-t-il dit. Je te devais la vérité. Non, ai-je dit doucement. Tu me devais de l'honnêteté il y a des mois. Là, c'est du contrôle des dégâts. Il a tressailli. Je ne te demande pas de me reprendre, a-t-il dit rapidement. Je sais que c'est fini. J'avais besoin que tu saches tout. Vraiment, ai-je demandé. Où avais-tu besoin de te sentir moins coupable? Celle-là a fait mouche. Il a dégluti. Peut-être les deux. Je me suis levé. Je suis contente que tu me l'aies dit, ai-je déclaré, et je le pensais. Mais nous avons terminé. Il m'a regardé, quelque chose ressemblant à de la peur traversant son visage. Tu ne me détestes pas, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Cela demanderait une énergie que j'ai fini de te donner. Je suis sorti avant qu'il ne puisse dire autre chose. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une demande de message sur Instagram de la part d'Hélène. Salut, je sais que c'est bizarre,
mais je pense qu'il faut qu'on parle d'Étienne. J'ai fixé l'écran, mon pouce stable cette fois. Parce que je savais déjà, et je comprenais déjà quel genre d'homme il était. Je n'ai pas répondu à Hélène tout de suite, pas parce que j'hésitais, mais parce que je voulais choisir le moment. Pour une fois, je ne voulais pas réagir. Je voulais répondre. J'ai relu son message plusieurs fois. C'était poli, prudent, pas accusateur. Rien que ça me disait qu'elle ne cherchait pas à se battre pour lui. Elle me contactait parce que quelque chose s'était brisé. Je pense qu'il faut qu'on parle d'Étienne, ai-je répondu 1 heure plus tard. Je suis d'accord. Nous nous sommes rencontrés ce soir-là dans un bar à vin à mi-chemin entre nos quartiers. Lumière tamisée, musique douce, le genre d'endroit que les gens choisissent quand ils veulent parler sans être entendus. Hélène était déjà là quand je suis arrivé. Elle s'est levée quand elle m'a vu, a hésité, puis s'est rassise, incertaine de l'étiquette de cette situation. Elle avait l'air fatiguée, pas d'une fatigue négligée, mais d'une fatigue contrôlée, comme quelqu'un qui s'était maintenu entier depuis trop longtemps. « Merci d'être venu », a-t-elle dit. « Merci de m'avoir contacté », ai-je répondu. Nous avons commandé des verres que nous avons à peine touchés. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a expiré brusquement. « Je ne savais pas pour toi », a-t-elle dit. « Pas vraiment. Il m'a dit que vous deux, c'était sur la fin. » J'ai hoché la tête. « Il m'a dit que tu appartenais au passé. » Elle a ri une fois, sans humour. « Il m'a dit qu'il avait besoin d'espace, » a-t-elle dit. Qu'il était dépassé, qu'il ne voulait pas me faire de mal. Les mots semblaient familiers. Trop familiers. Quand a-t-il dit ça, ai-je demandé. Janvier, a-t-elle répondu. Le même mois encore. Elle a fouillé dans son sac et a sorti son téléphone, le faisant glisser sur la table. Des messages, des dates, des notes vocales. Je n'avais pas besoin de tout lire. Le schéma était déjà clair. Il a dit qu'il m'aimait, a-t-elle dit doucement. Il a dit qu'il avait juste besoin de temps pour comprendre les choses. J'ai croisé son regard. Il m'a dit la même chose. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Pas une amitié, pas du réconfort. De la reconnaissance. Donc Manon a-t-elle commencé. Point est enceinte, ai-je terminé. Et il ne l'a dit à aucune de nous jusqu'à ce que ça devienne inévitable. Hélène a fermé les yeux. Bien sûr. Nous sommes restés assises avec cette vérité un moment. Il m'a appelé en panique, a-t-elle dit. Après qu'elle lui a dit. Il a tout avoué. Il a dit que c'était une erreur unique, qu'elle l'avait dragué, qu'il était saoul. J'ai failli sourire. Même scénario, ai-je dit. Juste un public différent. Elle a laissé échapper un souffle qu'elle retenait clairement. Je me sens stupide, a-t-elle dit. Moi aussi, ai-je répondu. Mais nous n'avons pas été imprudentes. Nous avons été manipulées. Ça a fait mouche. Hélène s'est redressée un peu. Je ne veux pas me venger, a-t-elle dit. Mais je ne vais pas le protéger non plus. À quoi ça ressemble, ai-je demandé. Elle a hésité, puis a souri, pas gentiment. Il a un vernissage le mois prochain, a-t-elle dit. Un gros truc. Des galeristes, des investisseurs, des gens qui comptent pour lui. Je n'ai pas demandé de détails. Je n'en avais pas besoin. Nous avons fini nos verres dans un quasi-silence. Pas gêné, résolu. À la porte, elle a marqué une pause. Je suis désolé qu'il t'ait fait ça, a-t-elle dit. Je suis désolé qu'il l'ait fait à toutes les deux, ai-je répondu. Nous sommes partis chacune de notre côté. Je n'ai pas ressenti de soulagement. J'ai ressenti de la clarté, et c'était suffisant. Je n'ai plus eu de nouvelles d'Étienne. Pas après le café. Pas après qu'Hélène m'a contacté. Pas même après la conversation qu'il a dû avoir avec Manon quand la réalité de tout ça s'est finalement installée. Le silence, cette fois, semblait différent. Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas de l'attente. C'était une absence. Une semaine plus tard, Hélène m'a envoyé un SMS. Il part en vrille, a-t-elle écrit, il appelle tout le monde, essaie de limiter les dégâts. Ça lui ressemblait. Étienne avait toujours cru que s'il bougeait assez vite, parlait assez, expliquait assez,
il pourrait empêcher les choses de s'effondrer. Il confondait l'agitation avec la responsabilité, le bruit avec l'effort. Je l'imaginais arpentant son appartement, téléphone à la main, répétant des excuses qui n'atterrissaient jamais là où elles étaient censées aller. Je n'ai pas répondu tout de suite. Quand je l'ai fait, ce n'était qu'une seule ligne. J'ai fini de faire partie de son équipe de nettoyage. C'était la première fois que je le disais à voix haute, même à moi-même. 2 jours plus tard, il s'est présenté à mon bureau. Je ne l'ai pas vu au début. Je sortais pour déjeuner quand j'ai entendu mon nom. Claire. Je me suis retourné. Il se tenait près de l'entrée, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, les yeux cherchant mon visage comme s'il demandait la permission de parler. « Tu ne peux pas être là », ai-je dit calmement. « J'ai juste besoin de 5 minutes, a-t-il répondu. « S'il te plaît. » J'ai regardé autour de moi. Les gens regardaient. Des collègues, des inconnus, des témoins. « Parle, ai-je dit. Tu en as une. » Ses épaules se sont affaissées de soulagement, confondant l'accès avec l'espoir. « Manon parle à des avocats, a-t-il dit. Elle veut tout officialiser. Pension alimentaire, tout ça. Je ne pensais pas que ça irait si vite. Ça va toujours vite, ai-je dit. Je ne suis pas prêt pour ça, a-t-il continué. Toute ma vie vient de s'effondrer. Je l'ai observé. Vraiment observé. La peur sur son visage ne concernait pas le fait de me perdre. Elle concernait la perte de contrôle. Tu devrais parler à ton avocat, ai-je dit. Ou à un psy. Pas à moi. Il a dégluti. Je ne voulais pas que tu penses. Je ne pense plus rien, les yeux coupés doucement. Je vois. Ça l'a arrêté net. Je n'ai jamais voulu te faire sentir petite, a-t-il dit. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai pensé à toutes les nuits où j'avais fixé mon téléphone, me demandant si vouloir être aimé était trop demandé. Je sais ce que tu voulais dire, ai-je répondu. Ça ne change pas ce qui s'est passé. Il s'est approché de moi alors. Sans me toucher. Juste assez près pour tester la limite. J'ai reculé. Non, ai-je dit. Sa main est retombée. Je dois y aller, ai-je ajouté. Claire. C'est la dernière fois, ai-je dit, sans élever la voix. Ne viens plus me chercher. Il a hoché la tête une fois, comme s'il classait l'information. Je suis passé devant lui sans me retourner. Ce soir-là, Hélène m'a envoyé une photo. C'était une capture d'écran d'une invitation. Étienne Carter, vernissage solo, date, heure, lieu. Ça se passe le mois prochain, a-t-elle écrit. Je suis prête. J'ai fixé l'image un long moment. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai ressenti quelque chose proche du calme. Parce que les conséquences n'ont pas besoin de permission. Elles arrivent, c'est tout. Je ne suis pas allé au vernissage. Cette partie surprend les gens quand ils entendent l'histoire plus tard. Ils s'attendent à ce que je sois au premier rang, une révélation dramatique, moi debout là à regarder tout brûler. Mais ce n'était plus mon incendie. Hélène m'a envoyé des mises à jour de toute façon. Pas minute par minute, juste assez. Le vernissage avait lieu dans un entrepôt reconverti du centre-ville. Mur blanc, sol en béton ciré, éclairage doux conçu pour que tout semble important. Étienne en parlait depuis des mois. Il disait que c'était le genre d'opportunité qui pouvait tout changer. De nouveaux investisseurs, de plus gros projets, un pas hors de la moyenne et vers quelque chose qui ressemblait au succès. Hélène est arrivée tôt. Elle n'a pas amené d'amis, n'a pas fait de scandale. Elle s'était habillée simplement, manteau noir, cheveux tirés en arrière, expression calme, ce genre de calme qui ne vient qu'après avoir déjà fait son deuil. Étienne était déjà là quand elle est entrée. Selon Hélène, il s'est figé au moment où il l'a vue, pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il pensait qu'elle était encore quelqu'un qu'il pouvait gérer. Il a souri, s'est avancé vers elle, a dit son nom comme s'il lui appartenait encore. Elle l'a laissé finir sa phrase. Puis elle lui a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des copies, pas les originaux. Elle n'en avait plus besoin. Messages imprimés, date, capture d'écran, chronologie superposée surlignée dans un ordre net et impitoyable. Elle n'a pas élevé la voix, n'a pas accusé, n'a pas expliqué.
Elle a simplement dit, tu devrais peut-être leur dire la vérité avant qu'ils ne l'entendent par quelqu'un d'autre. Puis elle est passée devant lui. Elle n'a pas donné les papiers à la foule. Pas encore. Elle a attendu. Elle l'a regardé paniquer. Hélène a dit qu'il avait essayé d'en rire au début, fait des blagues, agi comme si de rien n'était, mais les gens ont remarqué. Il remarque toujours quand quelqu'un perd pied. Il continuait de vérifier son téléphone, continuait de jeter des coups d'œil vers l'entrée, continuait de toucher la poche de sa veste comme si la vérité risquait d'en sortir toute seule. 1 heure plus tard, Hélène a commencé à distribuer des copies. Pas agressivement, pas théâtralement. Une à un galeriste, une à un investisseur potentiel, une à quelqu'un qui posait trop de questions. Elle n'expliquait pas sauf si on lui demandait. Quand on lui demandait, elle répondait simplement. Oui, il me voyait. Oui, en même temps. Oui, il y a une grossesse impliquée. Pas d'embellissement, pas d'émotion, juste des faits. Au moment où Étienne a réalisé ce qui se passait, il était trop tard. Il a essayé de la prendre à part. Elle ne s'est pas arrêtée de marcher. Il a essayé de parler par-dessus la musique. Personne n'écoutait plus. Les gens ont commencé à partir tôt, discrètement, poliment, le pire genre de sortie. Pas un scandale. Un jugement. Hélène m'a envoyé un dernier message ce soir-là. C'est fait. J'ai fixé mon téléphone longtemps après ça. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de soulagement. Ce que j'ai ressenti, c'était de la distance. Celle qui vous permet de voir une situation clairement sans être dedans. 2 semaines plus tard, j'ai entendu dire qu'Étienne avait reporté le reste des expositions. Un conflit d'emploi du temps. Selon la version polie. Selon la vérité, les investisseurs s'étaient retirés. La confiance s'était évaporée. Les questions ne s'arrêtaient pas. Manon avait avancé sur tout. Avocat, papier, réalité. Étienne a essayé de m'appeler une fois de plus après ça. Je n'ai pas répondu. Certaines fins n'ont pas besoin de conversation. Elles ont juste besoin d'espace. 3 mois ont passé. Pas dramatiquement. Pas avec des étapes marquantes ou des annonces. Juste des jours s'empilant les uns sur les autres jusqu'à ce que l'histoire cesse de paraître immédiate. J'ai changé de petites choses d'abord. Ma routine du matin, le chemin que je prenais pour aller au travail, le café où j'avais l'habitude de m'asseoir le dimanche en attendant quelqu'un qui était toujours en retard. J'ai commencé une thérapie, pas parce que j'étais brisé, mais parce que j'étais fatigué d'expliquer mes réactions à moi-même sans outils. Ce qui m'a le plus surprise, ce n'était pas le chagrin. C'était toute l'énergie que j'avais passée à gérer le confort de quelqu'un d'autre. En thérapie, ma conseillère m'a posé une question qui est restée. Quand avez-vous commencé à croire qu'aimer signifiait se faire tout petit? Je n'ai pas eu de réponse tout de suite, mais j'ai pensé à toutes les fois où je m'étais excusé de vouloir de la clarté. Toutes les nuits où j'avais relu mes propres messages, me demandant s'ils semblaient trop nécessiteux, trop visibles. Je n'en demandais pas trop. Je demandais à la mauvaise personne. Par des amis communs, des bribes d'informations ont filtré. Étienne avait déménagé dans un appartement plus petit, moins cher, plus près du travail. Il disait aux gens que c'était temporaire. Manon devait accoucher en novembre. Étienne avait signé les papiers tôt, légal, propre, le genre d'accord qui a l'air responsable de l'extérieur et terrifié de l'intérieur. Il ne parlait plus beaucoup du bébé. Les gens disaient qu'il avait l'air fatigué. Hélène et moi ne sommes jamais devenus amis. On ne s'envoyait pas de SMS. On ne s'est jamais revus. On n'en avait pas besoin. Ce que nous partagions était situationnel, fini. Une fois la vérité exposée, il n'y avait plus rien à échanger. Un après-midi, mon ami Kevin m'a arrangé un rendez-vous. J'ai failli dire non par habitude. Pas par peur, juste par inertie. Mais j'ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés pour un café, assis en terrasse, on a parlé pendant 3 heures sans vérifier nos téléphones une seule fois. Julien posait des questions et attendait les réponses. Il ne tressaillait pas quand je parlais franchement. Quand j'ai dit que j'avais besoin de temps, il n'a pas transformé ça en distance. Après, il m'a envoyé un SMS en premier. J'aimerais te revoir. Ça semblait facile. Ce soir-là,
j'ai réalisé quelque chose de discrètement important. Je n'avais pas pensé à Étienne de la journée. Pas une seule fois. Pas de colère, pas de satisfaction, pas de douleur, juste l'absence. Une absence, j'ai appris, peut-être une forme de paix. Les gens ont commencé à poser des questions une fois qu'assez de temps a passé. Pas fort, pas directement. Le genre prudent, glissé dans la conversation comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit d'être curieux. S'est-il excusé? Vous êtes-vous parlé après que tout a éclaté? As-tu l'impression d'avoir tourné la page? Cette expression m'a suivi un moment. Tourner la page. Comme si c'était un colis que quelqu'un d'autre pouvait vous remettre une fois qu'il avait dit la bonne phrase sur le bon ton. La vérité était plus simple. Étienne ne m'a jamais fait de vraies excuses. Il y a eu des messages que je n'ai pas ouverts. Un message vocal que j'ai effacé sans l'écouter jusqu'au bout. Un email qui est resté non lu jusqu'à ce qu'il expire de lui-même. Au début, je me disais que j'étais forte, que je fixais des limites, que je protégeais ma paix. Plus tard, j'ai réalisé autre chose. Je ne l'évitais pas. Je n'avais juste plus besoin de rien venant de lui. Cette réalisation est venue doucement un mardi soir quelconque. J'étais debout dans ma cuisine en train de préparer le dîner, la musique basse. J'ai tendu la main vers mon téléphone par habitude, puis je me suis arrêté. Il n'y avait aucune raison de le vérifier. Personne que j'attendais. Pas de silence. J'essayais de survivre. J'ai pensé à la version de moi-même d'il y a 3 mois. Celle qui mesurait sa valeur au délai de réponse, qui croyait que la patience était une preuve d'amour, qui pensait que se faire petite était le prix à payer pour rester. Je ne la jugeais pas. Elle avait fait de son mieux avec les informations qu'elle avait. Mais elle ne me manquait pas non plus. Une amie commune a mentionné Étienne une fois, nonchalamment, comme si son nom avait encore de l'importance. Il a demandé de tes nouvelles, a-t-elle dit. Il se demandait comment tu allais. J'ai souri poliment. Je vais bien. Et c'était vrai, je ne rayonnais pas, je n'étais pas dramatiquement guéri. Juste stable. Plus tard ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose qui semblait presque embarrassant de simplicité. Tourner la page n'était pas venu d'une conversation. C'était venu de la constance. De se réveiller sans anxiété, de ne plus répéter ce que je dirais si je le croisais, de ne plus avoir besoin qu'il comprenne ce qu'il avait fait pour que je puisse avancer. Tourner la page, il s'avère, n'est pas quelque chose que quelqu'un vous donne. C'est quelque chose qu'on arrête d'attendre. Il y a une question que les gens posent plus que tout autre. Ils baissent la voix quand ils le font, comme s'ils craignaient que la réponse ne fasse une ecchymose. S'ils te contactaient maintenant, envisagerais-tu de? La réponse vient facilement. Pas de pause, pas de colère, pas d'emphase dramatique, juste non. Pas parce que je le déteste. Pas parce que je veux qu'il regrette quoi que ce soit, mais parce que la confiance n'est pas quelque chose qu'on reconstruit une fois qu'elle a été gérée, rationnée et utilisée comme une arme. On ne peut pas construire un avenir sur des fondations qui n'ont jamais été honnêtes dès le départ. J'ai appris quelque chose d'important à la suite de tout ça. Quelque chose que personne ne vous dit quand vous êtes dedans. L'amour ne vous demande pas de disparaître. Il ne vous dit pas d'attendre indéfiniment. Il ne vous fait pas sentir que l'accès à vous est un privilège qu'il peut révoquer. Et il ne vous fait certainement pas vous demander si vouloir une présence signifie que vous en demandez trop. Étienne a fait ses choix. Pas en une nuit, pas en une erreur. Dans des schémas, dans des silences, dans des demi-vérités, en décidant quand j'avais le droit d'exister dans sa vie. Et j'ai fait les miens aussi. J'ai arrêté de négocier ma valeur. J'ai arrêté d'essayer d'être comprise par quelqu'un déterminé à ne pas me comprendre. J'ai arrêté d'attendre. C'était ça la vraie fin. Pas la grossesse, pas les retombées publiques, pas l'embarras silencieux qui le suivait après que tout se soit effiloché. La fin, c'était le moment où j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'être choisi par quelqu'un qui ne m'avait jamais choisi. Honnêtement, ces jours-ci, ma vie est banale de la meilleure des façons. Je fais des projets et ils se réalisent. Je dis ce dont j'ai besoin et on m'entend. Je pars quand quelque chose sonne faux et je ne m'en excuse pas. Parfois, je pense à cette nuit-là, au coup doux à ma porte, au sac sur le comptoir, à la façon dont mon cœur s'est arrêté pour toutes les mauvaises raisons. Et je ne ressens plus de douleur. Je ressens de la clarté.
Parce que la leçon la plus dure n'a pas été d'apprendre à lâcher prise. C'était d'apprendre que lâcher prise n'était pas une perte du tout. C'était un soulagement.